الزول في اللون ثم الاستماع نقرا نغالد كيطيج cet après-midi تفسود يغالد يطيج غيرنا يفضل افتكلت سلقسح قرا بيانتو ديجا قرا بدا نبدو مازال عاد عمود السنة كيل إلا نسوالي شوية يطيج نقدر نكون راح حنا ما قرنا التجاكين هذا ما كان سينو أولا de circonstances les propos incendiaires de Saïd Saadine ici au Canada en plus. Il est venu ici dans notre fief en quelque sorte pour nous narguer et puis aussi tenir des propos inacceptables. En fait, des accusations gratuites des jeunes de l'Arba sur ce qui s'est passé en 2021. Il est qui d'abord? Est-ce qu'il il a été nommé juge pour, est-ce qu'il a instruit cette affaire pour tirer des conclusions comme il a livré ici à ses amis là, comme quoi c'est des jeunes qui sont des racistes, ils ont été remontés, etc. Pour quelqu'un qui vit en France, hein, il aurait tenu des propos pareils à Marseille, je pense qu'il se serait fait lyncher. D'ailleurs, ils ont tenté de le lyncher, si vous vous rappelez, là, du temps du Hirak. Donc, il vient ici, un pays démocratique, le Canada, où la diaspora kabyle est l'une des plus importantes ici, et il vient nous narguer avec les mêmes propos, hein, sur cette affaire-là qui est très grave, les mêmes propos que le régime algérien, le système algérien. Et soi-disant, pour un homme politique, on s'attendait à un peu plus de retenue, un peu plus de responsabilité, dans le sens que cette affaire, elle est encore ouverte. Il n'y a rien qui est clos. Ce n'est pas la justice au téléphone algérienne qui va tirer au clair cette affaire. Depuis 2021, tous les Kabyles responsables s'attendent à une commission d'enquête internationale. Alors, pour un politicien, s'il a le culot d'assumer sa responsabilité, là, c'est ça qu'il devrait demander, plutôt que d'essayer de s'en prendre à des jeunes, etc. Je ne vais même pas rentrer dans le détail de cette affaire-là, parce qu'il y a assez de monde, je pense, qui lui ont répondu depuis 2 jours, là, sur ces contradictions. Il n'a pas dit un seul mot. Par exemple, sur la police, que ce gars, le jeune qui a été lynché, ils l'ont fait dans un fourgon de police que tout le monde, toute la planète a vu, et devant un commissariat de police. Pourquoi il n'a pas accusé les policiers là de non-assistance à personne en danger? Pourquoi il n'a pas demandé à ce qu'il y ait une justice indépendante? Parce qu'il y a, là, ils sont juges et partis. C'est eux qui ont incendié la Kabylie, puis c'est eux qui jugent les affaires. Donc, vous voyez que, de toute façon, personnellement, je n'étais pas étonné, parce qu'il fait partie du système, bien sûr. Il ne peut pas se condamner lui-même. Il a toujours été, depuis le RCD, là, depuis les années 90, il fait partie du système de la SAPAM. Il était surnommé de Bouteflika. Donc, il y a eu bien des affaires qu'il a cumulées sur son CV, son curriculum vitae, il est chargé hein, d'intrigues et puis de compromission avec le régime. Donc, il ne va pas venir ici au Canada pour réclamer justice ou pour réclamer une vérité sur ce qui se passe en Kabylie. C'est clair. Maintenant, il trompe un peu certains, la galère, un peu certains gens, certains Kabyles naïfs, là, parce qu'ils parlent 2 ou 3 mots, voilà, etc. Mais il fait partie du système. Donc, il faut pas, on ne peut pas s'attendre à autre chose venant de sa part. Et puis, est-ce que vous l'avez entendu, par exemple, sur des affaires extrêmement graves du régime, la répression du régime algérien durant même ces 30 dernières années? Jamais, au grand jamais. Boudia
il a été assassiné devant le monde entier à la télévision. Est-ce que Saïd Saadi, même quand il était ministre ou autre, est-ce qu'il a réclamé justice pour un assassinat lâche d'un président de la République? Lui qui soutient ce système-là, hein, l'État-nation, etc. Est-ce qu'il a jamais levé le petit doigt sur ça? Ou sur la décennie noire qu'il a cautionnée? Évidemment, ils ont attribué ça aux islamistes, mais tout le monde sait, on n'est pas si naïf que ça, que c'est le système qui a instrumentalisé l'islamisme, le système auquel il appartient. Donc, ils ont un crime contre l'humanité, là, non? 300 000 victimes innocentes. Est-ce qu'il a contesté l'amnistie de Bouteflika? Non. C'est des milliers de parents de victimes qui attendent jusqu'à aujourd'hui que la lumière soit faite, que les responsables soient identifiés, qu'il y a une commission d'enquête, une fois de plus, là, internationale, une commission d'enquête indépendante. Est-ce que Saïd Saadi a jamais réclamé ça? L'assassinat de Mahtoub Lounez, c'est la même affaire. Il était où quand ils ont assassiné Mahtoub Lounez? En Algérie. Il a endossé aussi la version officielle. Il n'y a jamais question de demander que la vérité par une commission d'enquête internationale, parce que tous ces crimes-là, c'est le système. Donc, ils sont jugés partis, encore une fois de plus. Depuis qu'il est en France, là, est-ce qu'il a réclamé, soi-disant qu'il ne dépend plus du système? Est-ce qu'il a réclamé que la vérité soit faite sur ces affaires-là? 2001, pareil, son ami Bouteflika, il a réclamé, il a nommé une commission d'enquête, hein, le rapport ISAD. Qu'est-ce qu'il a fait du rapport ISAD Bouteflika, son ami? Il l'a jeté à la poubelle. Est-ce qu'il a levé le petit doigt, ne serait-ce que pour déjà rendre public le rapport d'ISAD, qui n'est pas neutre, qui n'est pas international, et même pas capable de ça. Alors encore moins de réclamer une commission d'enquête internationale indépendante. Donc, comme je vous dis, connaissant la trajectoire de l'individu, on ne devrait pas être étonné, en tout cas. Mais je pense que nos compatriotes lui ont assez bien répondu depuis 2 jours, là. Vraiment, ça prend... j'aimerais pas me mêler trop dans ces intrigues-là, parce que ces gars-là, il n'est pas net du tout. On a vu ses fréquentations, elles sont dans le domaine public, hein, ces photos avec qui il se tient, avec les militaires, avec les gens du système, avec lesquels il soutient toujours leur projet de société. Il soutient toujours un État-nation jacobin. Je l'ai vu une fois, là, je pense, enfin, je l'ai écouté, et une fois, au cours des 4 dernières années, là, il a parlé une fois vaguement d'un fédéralisme nord-africain, etc. Et c'est des idées qui prend à droite, à gauche, là, qui plagie plus ou moins. Mais c'est pas du tout ça qui apportera la solution à la Kabylie. Quelles sont ces solutions pour la crise qu'il y a en Kabylie et la crise en Algérie globalement? C'est quoi ces solutions? C'est ça qu'on attend de lui. Pas venir ici vociférer des choses sur des trucs, des accusations gratuites sur des innocents qui viennent nous livrer ici. C'est quoi ces solutions politiques-là? C'est le statu quo. Il a toujours été pour le statu quo, c'est-à-dire le système algérien. Donc, à partir de ce moment-là, il ne faut pas vous attendre à ce qu'il devienne souverain demain matin. Je voulais expliquer, ce gars-là, il souffre du complexe du condor, du condor des Andes, qui continue à couver ses œufs jusqu'à sa mort. Même elle s'enlit plutôt là, jusqu'à sa mort, même s'il n'y a pas d'œufs. Mais c'est clair qu'il ne changera pas à son âge, surtout là. Donc, ils l'ont envoyé en mission en France, là, où il est en train de falsifier l'histoire. Hein. Il écrit des histoires contemporaines. L'histoire qu'on est en train de vivre sous nos yeux, qu'on voit en vidéo, qu'on voit sur les réseaux sociaux, se dérouler, il tente désespérément de la falsifier. Alors imaginez, qu'est-ce qu'il a dû écrire comme connerie sur les autres événements, hein, que ce soit 2001, que ce soit sur l'assassinat de Mahtoub, ou la décennie noire, etc., ou sur l'assassinat de Boudiaf. C'est clair que son rôle, là, c'est de falsifier davantage l'histoire.
Et puis en plus, hein, il ne manque pas d'air. Il nous parle d'Abban Ramadan, hein, Abban, Makni, soudainement, il a une fibre d'Abban. Est-ce qu'il a divulgué, est-ce qu'il sait pourquoi Abban Ramadan a été assassiné? Pourtant, ça fait plus de 10 ans que je parle de Ftahidib, du chef du service de secret égyptien, qui avait dit qu'Abban Ramadan avait été assassiné par les arabo-islamistes téléguidés par Nasser, avec l'implication des services secrets égyptiens. Est-ce qu'il a le culot de venir nous dire ça? Est-ce qu'il a le culot de venir commenter ce livre de Ftahidib, Abdel Nasser et la révolution algérienne? Il a écrit ici. Il a écrit ici pourquoi ils ont assassiné Abdel Ramadan. Et qui l'a assassiné? Il écrit textuellement que Nasser lui avait donné des ordres. Ok. Si vous pouvez me croire, là, la page 172 et 173 et 174, et tout est dit. La messe est dite ici par Ftahidib. Je peux vous lire ce passage-là, hein, juste pour me répéter encore, probablement, mais il y a des gens qui n'ont pas écouté. Il dit ici, à la page 172, Abban, dans ses idées et ses points de vue sur l'avenir d'Algérie indépendante, avait ignoré l'appartenance arabe et islamique, ce qui constituait une déviation par rapport aux principes énoncés dans la Constitution du 1er novembre 1954. Donc il l'accuse d'ignorer l'appartenance de l'Algérie, son appartenance arabe et islamique. Pas un mot sur les Amazirs. Hein. Un peu plus loin, il ajoute là l'entêtement de Abban. L'entêtement, il appelle ça un entêtement. L'entêtement d'Abban et son indifférence pour tout ce qui pouvait résulter de son attitude constituait un danger réel qui pouvait aboutir à l'éclatement de la révolution. Et encore plus loin, je l'ai transmis, ça c'est Ftahidib qui parle, hein, l'ex-chef des services donc, secrets égyptiens de Nasser en Algérie. Il dit: j'avais transmis les informations sur cette nouvelle situation et les menaces qui pesaient sur la révolution algérienne à Nasser, qui en avait été très affecté, hein, on s'entend. Il s'était contenté alors de me donner ses instructions pour suivre la situation de très près. C'est-à-dire s'occuper de lui. Plus loin, là, il ajoute encore des choses, là, oui. Voilà. Abban avait conclu son exposé par des reproches adressés au Caire pour ne pas avoir fait suffisamment pour satisfaire les besoins algériens en armes et munitions. Face à ces accusations contre l'Égypte et Ben Bella, j'avais, donc Ftahidib, il dit, j'avais considéré que je devais réagir quelles que soient les conséquences. Ça c'est la page 245. Donc, il a été liquidé par les services de Ftahidib, services de renseignement de Ftahidib, qui était responsable des services égyptiens en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Et il y a d'autres assassinats, hein. Il n'y a pas qu'Abdel, là. Il est ici, on apprend que 2 autres Chaouis les ont aussi liquidés parce que c'est des Amazirs. Zirot Youssef, dans le nord constantinois, et puis Mustafa Ben Boulaïd, un autre Chaoui aussi, il a été aussi tué dans un attentat, je pense. C'est l'explosion ils ont piégé son poste de radio, les services donc égyptiens, arabo-islamistes, encadrés par les services de renseignement égyptiens. Donc Saïd Saadi, il connaît ce livre-là. Là. Alors je le défie de venir commenter ça dans un réseau social ou comme il aime là, dans ses cafés littéraires. Au lieu de verser des larmes de crocodile sur Abban et dire que ces jeunes-là de l'Arbanatiratin, ils ont lynché quelqu'un
à quelques mètres du tombeau, c'est même pas le tombeau, c'est le statut, je crois, d'Aben. Et puis, il n'arrête pas de ressasser l'affaire d'Aben, il se prend pour le spécialiste d'Aben en occultant la réalité. Parce qu'il n'y a pas que, je dis bien qu'à Ben Ramdan, il y a d'autres Kabyles aussi qui ont été liquidés. Il y a Merouch, il y a Sehouaz, notre des Ouest. Tout ça, là, figure dans le livre de Ftahiddim, la guerre arabo-islamiste versus les Amazirs de la révolution algérienne. Et certes, d'autres ils ont fini de les achever bien après la guerre. Et le dernier à tomber, c'est probablement ce Boudiaf à la télévision en 92, sur lequel il n'a pas encore prononcé le moindre mot pour condamner ou demander que la vérité soit faite sur l'assassinat. On sait tous que c'est le système. Mais voilà pourquoi je vous dis que c'est une attitude assez mesquine et assez lâche d'accuser, parce que ces jeunes-là qui l'accusent gratuitement, ils sont malheureusement injustement condamnés, ils sont en prison, ils ne peuvent même pas se défendre, et il vient ici les charger encore davantage, là, ou traiter les Kabyles de racistes, et puis il n'a jamais dénoncé l'apartheid que vit le pays kabyle depuis 1962. Elle vit une situation d'apartheid, c'est clair. Tous les Kabyles aujourd'hui le reconnaissent, qu'il n'y a aucun investissement dans la région. Ce n'est pas à lui que je vais expliquer, dresser le tableau de la répression et les méfaits du pouvoir central algérien, qu'il continue de soutenir, donc il n'a pas de solution. Il est piégé dans l'État jacobin, donc je vois pas, il est d'aucune utilité en tout cas pour trouver des solutions ou des alternatives à la situation actuelle. Il fait partie du problème. Il fait partie des gens qui posent des problèmes et non pas des solutions à la situation, à la crise actuelle. Autrement, j'ai vu aussi, j'ai fait des commentaires dans d'autres sites, là, et puis je vois qu'ils sont de connivence, le système. Hein, ils développent tout un discours ces derniers jours-là pour essayer. Ils ont vu que l'option souverainiste, il a pris vraiment de la vigueur, tout ça. Donc, ils sont coalisés là pour tirer à boulet rouge, mais fait un peu n'importe comment, bien sûr. Ils ressortent des arguments en langue de bois, toujours la même langue de bois depuis 60 ans qu'ils servent aux Algériens, et ils sont en train de recycler ça, comme les notions de Wahda al-Wataniya, l'Algérie une et indivisible. Voilà, c'est le discours. On se croirait le discours du président de la République française, parce que c'est le modèle de société de l'État français, le modèle colonial qu'ils leur ont laissé. Ils ne connaissent rien d'autre, en fait. Autrement, celui qui veut régler les problèmes d'Algérie ou d'Afrique du Nord, là, un des problèmes, le nœud du problème, c'est le non-respect des différences, justement. Le non-respect des différences par un État jacobin. À partir du moment où ils ne respectent pas les différences, c'est ça qui a conduit le pays au chaos. Et il continue avec ce slogan-là, français, et qui confondent l'union et l'unicité. L'union n'est pas l'uniformisation. L'unité et l'unicité, c'est deux choses différentes. Ce qu'ils essayent d'imposer là depuis 60 ans, c'est l'unicité, l'uniformisation, et non pas l'union. L'union se base sur le respect des différences en partant. Les différences au pluriel. Dans le cas de l'Algérie, là, il y a les différences de langue, les différences de religion, de croyance, les différences de race, etc. De différences de sexe aussi. Donc, ils ne respectent pas ça, ils veulent tout uniformiser arabo-islamisme. Là, c'est l'idéologie de Nasser qui continue, c'est le panarabisme, le panislamisme. C'est ça leur modèle de société. Donc, c'est clair. Et c'est pour la même raison, la même idéologie, qu'ils vont rencontrer maintenant d'autres problèmes dans toute l'Afrique du Nord. C'est le principe
principal problème aussi qu'ils ont avec le Maroc, parce qu'ils ne respectent pas justement ces différences-là. Ils ne respectent pas le droit des Premières Nations, les droits des peuples autochtones, qu'on appelle ici les Premières Nations, à leur souveraineté, à leur autodétermination, malgré qu'ils claironnent sur tous les toits, qu'ils sont pour ce principe-là, ils l'ont signé, mais quand ça les arrange seulement, hein, c'est une autodétermination en géométrie variable, pour leurs petits protégés du Hamas palestinien ou du Polisario, oui, mais pas pour le reste des peuples autochtones d'Afrique du Nord. Donc, vous voyez un petit peu ce que défend notre ami Saadi. Hein. Il est peut-être à l'aise avec ça, mais ce n'est pas ça qui va régler le problème. Si, par hasard, ils veulent régler le problème, mais est-ce que c'est dans leur intérêt de régler ces problèmes-là? Je ne crois pas. Pour l'instant, ils ont la main mise sur les ressources avec la force, avec l'armée, et puis ils vont continuer à gruger ces ressources-là tant et aussi longtemps qu'ils peuvent. Voilà, c'est ça leur défi à eux. Ce n'est pas le défi du développement ou de l'émancipation. Je l'ai dit il y a plusieurs fois, l'Algérie, c'est comme l'ex-Yougoslavie. C'est à peu près le même problème, là. Ils étaient un État jacobin, et puis il y a eu même des guerres en ex-Yougoslavie. Au bout de la solution finalement qu'ils ont trouvée, c'est quoi? C'est la souveraineté de chacun des États. Donc il y a aujourd'hui 7 États indépendants en ex-Yougoslavie. Et le ciel n'est pas tombé sur la tête de ces États-là, ni de la Yougoslavie. Ils vivent tranquillement aujourd'hui, dans le respect mutuel. Est-ce qu'ils essaient de faire peur à des gens comme quoi, voilà. L'État-nation, ça a toujours été un problème. Regardez même la France, hein, donc la nation, disons, mère qui a engendré ce modèle d'État algérien, là. Même eux autres, ils sont encore dans des problèmes majeurs. Regardez, il y a le mouvement actuellement, un mouvement de libération, même en Nouvelle-Calédonie, qui a éclaté hier. Ils ont décrété un état d'urgence là-bas, aujourd'hui, Macron. Et avec la Corse, c'est toujours aussi à couteau tiré la situation parce qu'ils ne respectent pas la différence corse. Demain, ça peut être la Bretagne, l'Occitanie, etc. Donc, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un exemple, je veux dire par là, le modèle d'État de la France, malheureusement. Même si on a beaucoup de respect à la France, là, mais en termes de gestion d'un État, ce n'est pas un modèle qui convient à un pays où il y a une diversité comme l'Algérie. Ça ne convient pas du tout. Donc, voilà. Mais je me dis, ils ont cultivé cet esprit-là et ils ont accusé d'autres là de terroristes ou de racistes. Hein. Et Saadi n'a pas levé le petit doigt avec la loi 87 bis qui taxe tous les opposants, y compris les Premières Nations, ils confondent tout de terroristes. Alors que eux, s'il y a un terrorisme quelque part d'État, un terrorisme d'État, c'est bien le système politique algérien qui l'exerce jusqu'à maintenant. C'est lui qui a assassiné plus de 300 000 Algériens, c'est lui qui a assassiné tous les Kabyles de l'opposition, les intellectuels, etc. Jusqu'à maintenant, et même le docteur Mozabit, là, Jamal Din Fakhar, et c'est lui qui crée des troubles aussi au pays du Sahel, en leur envoyant, toujours pour la même idéologie, à faire un expansionnisme islamiste dans les pays du Sahel. Voilà la réalité. Alors, quand on n'a pas le courage ou le culot de dire les vérités, on fera mieux de se taire ou de continuer à écrire ces mémoires-là à ces petits amis-là, parisiens, et puis qui nous foutent la paix, parce qu'ici, au Canada, il va nous trouver sur son chemin. Parce qu'ici, on est un pays libre, démocratique, là, et on est au Québec en plus. Et le Québec connaît notre calvaire, le calvaire que vit la Kabylie, là. Il est très connu au Québec, tout le parti politique québécois connaissent tout ça, là. Et Cameron Nassid a été reçu ici, qui est en train de pourrir en prison, justement par ce système-là, qu'il a jeté injustement en prison, et tous les autres prisonniers aussi. Voilà. Donc, le problème
probablement ces jours-ci à cette question-là, mais il ne faut pas le lâcher. Ce gars-là, parce qu'il représente le système. Il est venu ici comme ambassadeur du système machiavélique algérien qui est en train de mener la vie dure, qui a instauré un équivalent d'un état de siège en Kabylie comme celui que la France vient de décréter en Nouvelle-Calédonie. C'est exactement la même chose. Il contrôle tout. Il y a des tas de gens qui peuvent ni sortir ni rentrer de Kabylie. C'est équivalent à un état de siège. Voilà, donc merci. مازال هاد المورال مازال خير على الزاف.